Bonjour à tous. Malgré l'effet d'annonce, oui, je ne fais pas que de l'anglais. Nous allons continuer les vidéos en français, puisque tout le monde m'a dit que c'était trop dur l'anglais. C'était bien ce que je faisais, mais que c'était trop dur de comprendre, donc on va continuer. Et surtout quand on peut pas manquer le rendez-vous annuel avec Monsieur Sylvain Perronnet. Bonjour Sylvain. Salut Laurent. Et oui, c'est vrai que ça fait la quatrième fois au moins, je pense, qu'on fait ce podcast. C'est peut-être même la cinquième, je sais plus. Tu vois. Allô Google. Je crois c'est la cinquième saison du podcast, il me semble. Attends, on Ouais. va voir ça tout de suite. Boum. Euh, Mais le temps passe et nous sommes toujours aussi jeunes. C'est tout ce qui compte. volume 5, c'est la sixième saison. Sixième année, on atteint. Enfin, on finit la cinquième, donc on va attaquer la sixième. Sixième, Ah, 6 ans. Waouh. c'est ça. Mais j'en ai pas fait beaucoup. Là, le dernier, il était en juin. Ah ben non, j'en ai pas fait en 2017. T'es le seul. Eh ben dis donc. Donc attends, le dernier était en juin 2016, Julien Régard, la nouvelle popstar du SEO, et c'était volume 5, épisode 9. Donc effectivement, il n'y a pas eu de podcast, ou alors je les ai pas mis sur mon blog. C'est possible que j'en ai tourné, je crois que j'ai tourné des trucs, mais j'ai peut-être pas mis à jour le blog. C'est D'accord. peut-être Oui. Ouais, ça me donne il y a l'impression une d'être forte très très important. en termes de probabilité, je pense que effectivement, il y a peut-être eu des. Donc, bon, bref, peu importe. Alors, on va commencer parce qu'il y a quand même plein de choses qui se passent dans la vie de Sylvain Perronnet. Commençons par vous repartez en tournée, les Rockstars. Mhm. Qu'est-ce qui a changé dans le format? 2 jours maintenant au lieu d'un jour, mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors pour la masterclass, on fait toujours la 2 jours maintenant. Enfin, on fait plus que celle-là parce que c'est vraiment ce qui correspond le mieux. Alors, on nous a demandé de rajouter même un troisième jour, mais je pense que ce serait vraiment trop et pour nous et pour les gens qui viennent. Non, les nouveautés sur les formations, c'est plus les nouveaux domaines qu'on a ouverts avec des domaines très techniques. Au X-Lab, maintenant, on est quatre, parce qu'avant, j'ai été tout seul, puis on a été deux, puis trois, puis quatre. Donc, on bosse avec Thomas, qui j'ai travaillé pendant toute ma carrière universitaire. Et on a des formations vraiment beaucoup plus techniques, R et Python ensemble, machine learning en R, machine learning en Python, data science, etc. Et donc, on ouvre des formats un petit peu différents, qui sont des formations sur le très long moyen terme, on va dire, des formations sur plusieurs mois, une journée par mois, plus des exercices, plus des projets à faire, etc. Donc, vraiment pour faire une montée en gamme technique auprès d'un public qui est semi-technique pour l'instant. Ouais. C'est vrai, ouais, il y a la certification X-Lab, IX Labs. Oui, alors la X Labs. formation XSEO, en fait, qui essaye des X-Lab, exactement. Oui, alors ça, alors après, c'est marginal parce que c'est pas vraiment du business, en fait, cette certification. À nous, c'est l'idée de dire vraiment, voilà, le SEO, hein, tous les ans, on a toujours les marronniers. Ça fait 6 ans qu'on en parle, peut-être, hein. Le SEO est-il mort, pas mort? Est-ce que c'est technique, pas technique? Est-ce que c'est plus le contenu, plus machin, etc. Et on s'est beaucoup posé de questions et il y a plein de certifications qui existent, hein. Il y en a, c'est toi, il y en a, c'est le SEO Camp, il y en a, c'est nous. Et le truc, c'est que on n'y a pas encore une masse critique de gens qui sont certifiés en France pour un peu normaliser le secteur, avec simplement un truc qui est un tampon, hein. Soyons très cyniques, c'est un tampon que les gens se mettent sur la fesse ou ailleurs pour prouver le genre des recrutements qui sont Le terme marketing est un badge. un badge, ça me va aussi. J'aime l'idée du tampon sur la fesse, mais bon, le badge sur le polo, le t-shirt, ça marche aussi. C'est le terme approprié en marketing, enfin on parle de badge, effectivement. Mais bon, Ok, ben, en tout on cas, saisit l'idée. voilà, soyons réalistes, c'est ça, mais c'est important dans le cadre des RH, ça tranquillise les gens qui recrutent, ça tranquillise les jeunes arrivants dans un secteur économique, et donc voilà, nous on fait passer une certification en 3 niveaux. Pour l'instant, on est sur le niveau 1, qui est un niveau, voilà, les certifications du même type, c'est la CASEO, enfin, on est intermédiaire probablement entre la CASEO et la CESEO en termes de difficulté. On a cette idée de dire, voilà, c'est le socle de connaissances de base qui est montré par ce niveau. C'est un examen papier crayon de 2 heures en salle, anonyme, etc. Donc c'est un truc assez scolaire. Puis après, il y a des niveaux plus hauts. Niveau 2, c'est plutôt pour les confirmer. On demande un rapport d'audit.
premier certifié nous a rendu un rapport d'audit qui doit bien faire 100 pages avec les annexes techniques, etc. Et il a été validé par un jury de 3 personnes. Et puis après, il y aura un niveau 3 où là, il faudra venir défendre un cas client devant un grand jury dans une salle. Donc c'est des certifications qui ont vraiment pour but de montrer que les gens ont un certain niveau d'expertise. Le mot est galvaudé, on en rigole beaucoup sur les blogs, mais un vrai niveau d'expertise dans le sens où quand on recrute la personne, on sait qu'elle sait faire un certain nombre de choses. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont pas certifiés sont de mauvais SEO. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont certifiés sont les meilleurs SEO du monde. Mais c'est quelque chose qui tranquillise et qui garantit un certain niveau. Voilà. Exactement. Je l'ai dit, t'as résumé. Ça, c'est ce qui est très détestable chez toi, c'est que il te faut une phrase pour dire des trucs. Moi, il me faudrait un paragraphe entier. Donc, mais effectivement, ça vaut ce que ça vaut, ça a le mérite d'exister et ça peut. C'est ce qu'on appelle un élément de réassurance, mais Ça. oui, j'ai vu des business se développer, j'ai vu des personnalités éclore grâce à un fameux badge X ou Y. Donc, on peut aussi admettre que certaines personnes n'adhèrent pas. Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, personne n'est obligé ni de le passer, ni de recruter des gens qui l'ont. Hein. Tout à fait. Mais bon, la polémique mise à part, je crois que c'est quand même important de. Et puis, effectivement, c'est quand même. Pourquoi ne pas le faire? Pourquoi ne pas le proposer? Parce que certaines personnes vont penser que c'est pas machin ou pertinent ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'on a à foutre de ce qu'ils pensent, tu vois? De toute façon, la personne qui pense que c'est pas pertinente, que quelqu'un d'autre l'est ou pas, ça lui fait une belle jambe. Donc, de ce point de vue-là, voilà, c'est pas. Chacun fait bien ce qu'il veut. Et après, voilà, nous, après, on a fait des choix assez étonnants peut-être pour cette certification. On est dans le milieu du web. On l'a fait passer sur papier, par exemple. Tout le monde est très surpris. Et l'avantage quand on fait passer une certification sur papier, c'est qu'avec une personne et une ramette de papier, on peut faire passer 150 personnes. Et donc, il y a la capacité à faire passer beaucoup de monde, ce qui est beaucoup plus compliqué quand il faut un ordinateur par candidat, etc., etc. Moi c'est l'inverse. Je suis tellement flippé de la filée que personne l'a eu. Enfin, deux. Oui, j'en ai vu au moins un passer. Que deux en presque 18 mois, quoi. Donc, mais ouais, c'est parce que c'est justement, je veux pas que ce soit juste c'est quand même mon nom que je mets derrière et tu as ma validation et mon aval et c'est pas un cadeau bonus. C'est ça, mais Bien. après, c'est deux objectifs différents, je pense, essentiellement. Voilà. Il y en a un plus pour voilà, les gens qui rentrent dans le métier ou qui sont dans un secteur d'agence, etc. Puis après, un niveau d'expertise plus haut. Pour être bien carré, parce que j'ai eu le temps de me loguer sur Vidéo, nous fêtions il y a un an le 4e anniversaire, donc aujourd'hui c'est le 5e, et j'ai effectivement fait 3 vidéos, 2 avec Eric, mais j'ai pas mis à jour le blog, et mon fameux podcast VTT. D'accord. Ah, Eric Léandri, pour ceux qui ne savent pas de quel Eric tu parles. Et Eric Léandré, oui, bien sûr, de Comte. On va y venir à Comte. Mais finissons d'abord sur le Perronnet. Voilà. Alors donc voilà, pour la certification, c'est un peu tout. Après, nos actus, nous, c'est un peu comme d'habitude. Hein, on poursuit le travail sur la pub, ça avance bien. La régie est passée en mode bêta plus. On a des clients, on a des annonceurs, on a des éditeurs. Et ça progresse. Et au fur et à mesure, on intègre des nouvelles personnes pour vérifier que ça scale. On fait ça doucement, mais ça avance, ça progresse. Après, ouais, comme d'habitude, hein, de toute façon, nous, on a une activité qui est maintenant assez stable. On fait de la formation, on fait du machine learning. Est-ce que tu as un petit commentaire sur l'actualité du jour au niveau de publicitaire? Ah, Certaines boîtes françaises qui... oui, alors c'est amusant parce que j'en ai parlé tout à l'heure avec un SEO sur Skype, on faisait un petit call. Moi, je suis pas très surpris, à vrai dire. En fait, donc pour être très clair, on parle de Criteo, hein, c'est bien ça. Oui. Donc Criteo a perdu quasiment 30%, je pense en bourse, 28%, je crois exactement. C'est malheureux parce qu'il y a des emplois, il y a tout ça, et c'est une perte de valeur pour une société française. Après, Criteo est quand même basé sur un modèle qui n'est pas celui de la protection de la vie privée pour l'instant, même si je sais qu'ils commencent à essayer de switcher vers ça un peu comme tout le monde. Et ils sont basés en plus sur, là en l'occurrence c'est une histoire avec Apple, donc ils sont sur une plateforme qui est propriétaire, qui ne leur appartient pas. C'est quand même deux choses. On sait que quand on base son business sur une plateforme tierce, il peut y avoir des gros problèmes. Il y a l'exemple, alors je ne sais plus leur nom, mais de la boîte qui faisait
plus ou moins de la news plus ou moins correcte sur Facebook, bah voilà, si Facebook décide de fermer le truc, bah, ils n'ont plus de business. Voilà. On a même eu le fameux exemple Loïc Lemer avec tout à fait. un truc vidéo basé sur Twitter, et quand Twitter lui a dit d'aller se faire foutre, bah, il avait pleuré, quoi. C'est ça, et puis après, bah, la protection de la vie privée, en plus avec la RGPD qui arrive, qui est très très proche, ça devient une vraie problématique pour tout le monde, et pour les publicitaires plus que pour les autres. Voilà, il faut prendre le taureau par les cornes. Je pense que là, Criteo, c'est un peu le retour de bâton. Voilà, après, je pense qu'ils s'en remettront. C'est une boîte qui a des vrais assets technologiques, et s'ils décident de switcher rapidement, bah, il va y avoir une période de creux, puis après, voilà, ils vont se redresser parce qu'ils vont être pragmatiques. C'est que 30% de baisse en bourse. C'est ça, c'est la question. C'est pas une liquidation judiciaire. Voilà, la vraie question, c'est plutôt quelle est la baisse de chiffre d'affaires qu'ils vont avoir suite à ça. Voilà, parce que effectivement, en bourse, hein, tant que c'est une valeur en bourse, c'est un peu virtuel. Voilà. Bon, on verra. Mais effectivement, par contre, c'est malheureux pour l'écosystème des grosses sociétés françaises, parce que c'est quand même une des grosses capitalisations en France. Enfin, j'avais vu passer une stat, justement, Quant, au niveau, enfin, une donnée ghosterie au niveau des mouchards, si je peux la retrouver, qui était assez hallucinante. Enfin, ghostery, c'est le petit plugin là qui permet de voir si en Chrome ou Firefox, qui permet de voir les mouchards d'une page. 77% des pages web contiennent au moins un tracker. Ah oui, c'est pas surprenant, hein. Et quand tu vas, par exemple, ta ghostery activée, tu vas sur un site comme Dailymotion, c'est-à-dire des sites qui sont vraiment aux abois au niveau thune. Et là, c'est, wow, là, c'est impressionnant, hein. Tu vois le truc. Mais d'ailleurs, c'est assez amusant parce que beaucoup de gens pensent que sur le web, il y a un marché, bien sûr, qui est celui de la pub, etc. Et ils pensent que c'est le premier marché, mais probablement qu'en valeur, le marché de la vie privée, enfin, des données privées est aussi extrêmement conséquent, et c'est un marché dont on n'a pas conscience, parce que la récolte des données privées se fait de manière beaucoup plus subtile que l'affichage des pubs. Est-ce que je crois que c'est Larry Page qui disait, il y a même quelques années de ça déjà, que, donc du point de vue Google, ils étaient aujourd'hui certains qu'ils étaient, je crois qu'on en avait déjà parlé, il me semble, qu'ils étaient plus performants, qu'ils pouvaient servir des publicités mieux calibrées que des résultats organiques. Ah oui, pendant longtemps, c'est ce qu'ils disaient. Après, ils l'ont jamais mis en place, c'est assez évident, mais parce que c'est toujours une question de ROI. Mettre en place quelque chose qui est beaucoup plus efficace, c'est pas forcément ce qui rapporte le plus. Mais en termes calculatoires, notamment, ça nécessite de fortes infrastructures. Chez Criteo, par exemple, ils ont des infrastructures absolument invraisemblables, hein, pour faire leur business. Mais ils sont capables de fournir de bien meilleures pubs que des résultats, mais aussi parce qu'il faut pas oublier un truc, hein, les pubs, c'est beaucoup plus périmétré en termes d'intention, puisqu'on est sur l'intention commerciale, donc on est sur une sous-classe de toutes les requêtes. Donc quelque part, là où il y a compétition entre pub et SEO, voilà. Allez, la question, je voulais la garder, j'allais dire, bon, je vais te poser plus tard la question, mais je peux pas m'empêcher. Je la pose maintenant. La question à $1 trilliard. Est-ce que tu penses que Google, le business model de Google, AdWords, hein, c'est avec ça qu'ils gagnent de l'argent, est-ce que ça il devrait pas quand même se remettre en question? Est-ce qu'il est en danger, ce modèle économique? Alors, il est, alors sans être en grave danger, il va finir par l'être de toute façon à moyen terme, puisque on en parlera plus tard aussi, mais avec les nouvelles modalités d'accès à l'information, le vocal ou d'autres, forcément l'intégration publicitaire va devoir être repensée. Et va être forcément très différente, et par exemple, si on parle de recherche vocale, on en parlera plus tard, il y a un modèle qui est beaucoup plus immédiat à l'esprit quand on parle de recherche vocale, qui est plutôt celui de l'affiliation plutôt que celui de la pub, pour la recherche vocale, ou de l'apport d'affaires, on peut dire. Par contre, voilà, tant qu'il y a une interface visuelle avec des emplacements publicitaires, je pense qu'on aura du mal à se détacher de ce modèle. Pourquoi? Parce que simplement, les pubs, si elles sont bien faites, il y a des ressorts psychologiques qui font, enfin, c'est parce qu'on est des êtres humains et que notre premier média face au danger, etc., c'est les yeux. Donc voilà, on va toujours avoir ce modèle de captation de l'attention qui est visuel, et donc de la publicité visuelle.
Après, il peut y avoir d'autres modèles comme l'affiliation et tout. Ouais, je pense pas que ce soit un grand secret que pour les moteurs, les modèles liés à l'affiliation sur les interfaces web visuelles, c'est beaucoup moins performant que la publicité. Il y a même Voilà. des petits effets pervers, c'est-à-dire que la pub sur mobile, pour Google, coûte beaucoup plus cher à afficher. Au Mm. niveau techno, donc il y a plein de choses comme ça, mais c'est même à la base. Enfin, tu dis, enfin, j'ai mon voisin là qui lui fait du dev d'une boîte pour des jeux pour mobile et c'est clairement mécanique, hein, il fonctionne. Les influenceurs, les machins. Non, non, c'est ok, on fait X de pub et on a X joueurs et puis il y en a X, Y qui vont mettre leur pète de CV et puis voilà, quoi. Mais de toute façon, dès qu'on met le pied dans le truc de la pub, on se rend compte que c'est des business de masse. Mais dès qu'on a les masses, en fait, on sait prédire tout. On sait prédire combien on va gagner, on sait prédire combien de gens vont cliquer sur des trucs. Si on a les données des clients, on sait dire combien de gens vont acheter. Enfin, il y a un comportement statistique newtonien, hein. Les êtres humains se comportent tous pareil, en fait. Je suis désolé pour ceux qui entendent ça et qui se pensent différents des autres, mais en fait, on est tous pareils, dans des grandes classes. Parce que d'un côté, on peut tout à fait débattre du côté éthique, pas éthique, tracking, pas tracking, machin. Mm. Mais est-ce qu'on n'est pas quand même accro à tout ce qui est pratique et sacrifier ses données personnelles, finalement, puisque c'est tellement pratique. Mm. Alors, c'est assez amusant parce que, figure-toi, hier matin, j'ai fait une intervention dans une fac à Paris 6, un master spécialisé recherche d'information. Il y avait un étudiant qui m'a dit qu'est-ce qui se passe quand en fait finalement les gens s'en foutent complètement de protéger leur vie privée parce qu'ils trouvent que avoir une belle pub, un bon truc bien recommandé, etc., c'est mieux. Alors, moi j'étais un peu emmerdé en fait. Pour compte et tout, notre régie pub, moi j'ai fait une mission un peu de protéger cette vie privée. Et je me disais ça dépend des endroits. Et il me disait moi je viens d'un endroit parce qu'il n'était pas français, ouais, pas d'origine française, où les gens ça les préoccupe pas tellement. Il dit et donc pour moi c'est un faux problème. Et c'est vrai que j'avais pas pensé à ça. Il y a des gens pour qui c'est pas un problème. Ils viennent où ils vivent à des endroits où en tout cas ils estiment que c'est pas grave de donner toutes leurs données privées parce qu'ils ont des services en plus, parce que c'est normal pour eux pour des raisons sécuritaires, parce qu'ils viennent d'endroits plus ou moins une incertitude même pour sa vie, quoi. Donc voilà. Et donc ils sont pas gênés par ça. Voilà. Je pense que nous, dans les pays européens de l'Ouest, au moins, on est très sensible à ça. L'Allemagne, historiquement, même la France, etc. Mais beaucoup de gens commencent, en tout cas parmi les plus jeunes, à être habitués à donner une grosse partie de leurs données privées parce qu'on les a habitués depuis leur enfance. Parce que depuis leur enfance, ils utilisent Facebook où ils donnent toute leur vie, ils utilisent... enfin voilà, et donc ils sont dans un écosystème où ça les dérange pas. Je suis bien incapable de dire ce qui va se passer dans le futur. Il y a même des réflexes comme quand tu veux t'inscrire à un outil ou un service maintenant, tu as login avec Facebook ou avec Google ou Twitter. Enfin, faut avoir conscience que tu leur apportes, quoi. Bah oui, et nous, on est les premiers quand on développe certains services à utiliser l'authentification de Facebook, par exemple, parce que quasiment tout le monde a un compte Facebook et que c'est très pratique, parce qu'on se décharge de la difficulté de l'authentification sur quelqu'un d'autre. Voilà, mais même il y a des trucs beaucoup plus... là, c'est les courses de Noël. Comme tout le monde, je fais des courses de Noël, beaucoup en ligne. Je ne dirais pas chez qui, mais enfin, je pense qu'il y a peu d'acteurs qu'on devine assez facilement, puis certaines dans des boutiques. Et moi, j'ai une boutique qui vend des fringues. C'est une grande chaîne à côté de chez moi. À chaque fois, j'achète un pull, etc., des trucs comme ça. Je dois littéralement quasiment me battre, m'engueuler avec le caissier pour lui dire que je veux pas de carte de fidélité. Ouais. Et parce que mais c'est gratuit, même on vous donne 10 balles de plus, des machins et tout. Oui, mais ça m'intéresse pas parce que je veux pas donner mes données privées pour ça. Donc les gens, c'est incapable pour eux de comprendre. Et tous les ans, c'est le même sketch. Tous les ans, je dis non, et tous les ans, ils me disent mais quand même et tout. Et c'est une discussion qui dure 10-15 minutes. Moi, c'est beaucoup plus simple. J'ai deux options. Je dis soit non, je suis pas fidèle, moi, et ça fait rigoler la base, ou alors, la vérité, j'habite pas en France. Et là, du coup, ils sont vachement moins intéressés. Ah oui, ça... Effectivement. Je devrais faire ça. Ouais, c'est plus simple. Ok. Que du web. Alors, que du web, pour l'instant, voilà, on n'a rien annoncé pour l'instant, ce qui veut dire déjà que ça ne sera pas aux mêmes dates que l'année précédente. L'année dernière, c'était au mois de, je ne sais même plus, enfin, c'était en fin d'année, mai ou juin, dans ces eaux-là. On a décidé de décaler. Dans tous les cas, ce sera plutôt en fin d'année civile, donc octobre, novembre, décembre, voilà, autour de novembre 2018.
Une première chose, on décide de décaler pour éviter le rush de toutes les confs qui sont toutes en même temps. À partir de mars jusqu'à fin mai, il y a l'ES. Enfin, si je commence à en citer certains et que j'en oublie, je vais me faire engueuler, mais il y a toutes les confs. Voilà. Ben, moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est que ça soit pas programmé pendant une course de Ah, VTT pour faut que que je tu puisse enfin venir. c'est ça, ouais. Voilà, donc ce sera avant Noël 2018. Voilà, ce sera probablement, je pense, autour de mi-novembre. C'est le plus réaliste. Après, il y a une autre chose, c'est l'endroit. Ouais, Ce ne sera plus à Deauville. d'accord. Voilà, ce sera donc enfin c'est à voir, mais ce sera ou en Normandie, mais Rouen ou très proche, puisque voilà, ou alors sur Paris ou région parisienne. En tout cas, ce sera dans ces endroits-là, et donc en fin d'année civile. Ok. Notre objectif, hein, c'est de poursuivre avec le même type d'exposé, etc. Donc une ouverture, un brassé un peu large, des gens très différents qui interviennent pour donner des points de vue aussi. Depuis, je rappelle, hein, on a eu un discours un peu d'anthropologue sur les algorithmes, on a eu quelqu'un qui nous a parlé d'éthique, mais on a aussi bien sûr des sujets extrêmement techniques sur Google Tag Manager, etc. On a un peu tous les profils qui viennent. Euh, Nous, on veut poursuivre ça et on veut aussi amplifier l'aspect salon. L'année dernière, ça a très bien marché, en fait, la grande salle avec les stands, etc. Il y avait une très bonne ambiance. Et donc, nous, on voudrait rajouter une plus grosse partie salon. Et on réfléchit aux modalités, voilà, comment faire en sorte que qui veut venir puisse venir au moins à la partie salon, même s'il n'est pas inscrit à la conf. Voilà, on essaye de trouver un moyen et un endroit qui va avec pour que ça puisse fonctionner, parce que s'il y a deux niveaux d'accès, bah, il faut que l'endroit le permette aussi. Mais notre objectif, c'est de muscler les choses, parce que il faut pas oublier que avec que du web, on avait deux objectifs. Hein. C'était d'abord des exposés intéressants, un peu différents, et puis aussi que les gens se rencontrent. Et donc la partie salon pour la rencontre, c'est vraiment bien. Et bien Et en manger, fait, d'après ce que j'ai entendu dire. oui, et en plus on y mange bien, mais ça, on peut y arriver partout. Ouais. Je me fais un paquet d'événements, je vais pas souvent bien Voilà. manger, quoi. Mais j'ai envie de dire, ça n'est qu'une question de moyens presque. Il suffit de dire, je consacre une partie du budget à prendre un traiteur au top. Et il y a quand même vachement de lieux qui sont maqués avec des traiteurs et t'es C'est obligé ça. de Alors faire ça, avec et tout voilà. ça, Ça quoi. c'est problématique, c'est de réussir à faire venir son traiteur. À Deauville, hein, par exemple, on n'utilisait pas le traiteur officiel, on s'était arrangé, ça faisait partie du package pour avoir notre traiteur. Ouais, ouais. Donc il y avait une négo à part pour ça. Mais voilà, et donc ce qu'on veut, c'est muscler la partie salon aussi, parce que c'est un service pour tout le monde, et puis parce que en fait, dans le SEO, il y a beaucoup de boîtes qui proposent des services ou des produits vraiment très intéressants, et les salons, c'est un bon moyen de les découvrir. Je suis pas en train de dire qu'on veut faire des conférences pour les sponsors, etc., pour forcer les gens à écouter des sponsors, hein, pas du tout. C'est, je pense, une partie salon où tout le monde peut aller voir les gens, discuter, etc. Voilà. Offrir la possibilité de la discussion de manière plus forte. Mais même, j'ai déjà vu ça dans des salons où t'avais quand même une estrade, tu vois, enfin, t'avais quand même c'était pas forcément ce qu'on peut appeler des conférences, mais les gens quand même faisaient la présentation de leur truc et tout, et c'était interactif, c'était vachement intéressant, parce qu'en plus c'était avec la proximité, tu vois, t'avais pas la scène machin, c'était une petite scène avec les gens vraiment autour, donc c'était plus finalement un truc de questions-réponses, et plutôt qu'un par un sur son stand, et j'ai trouvé ça pas mal, ça marchait pas mal, c'était à Sheikh, Ouais. à Aix. Après, ça, c'est des très très grosses conférences. Nous, on n'a quand même pas vocation à avoir autant de monde que les grandes confs. Je pense au Blend aussi, etc. C'est des événements qui dépassent, qui doivent dépasser le millier de visiteurs facilement, je pense. Hmm. Et pour nous, c'est là. Après, enfin, j'en Qui rêverais, mais sait? c'est un métier. Il faudrait une équipe complète pour ça et tout. On peut pas trop se le permettre. Ah, c'est sûr que c'est, ouais, carrément, oui, ben quand je vois même les Anglais, là, des European Search Awards, n'oublions pas que c'est une agence de com anglaise qui fait ça, et qui fait ça, il y a 52 semaines, je crois qu'ils font 75 thématiques. Ouais. Mais D'accord? moi, je suis pas. C'est nous, on C'est travaille. impressionnant, hein. On a comme client un très grand organisateur bien connu, mais je peux pas dire le nom de grands salons, de très grands salons. Hein, et en fait, ils ont des équipes à plein temps pour chacun des salons. Donc à l'année, il y a 5, 6, pour les plus gros salons, il y a 10, 15 personnes impliquées à l'année, quoi. Ouais, non, mais il y a des trucs auxquels on pense pas. C'est-à-dire que, par exemple, ils font à chaque fois, ben, Quant était le sponsor
du gros glaçon sculpté où tu mets de la vodka dedans ou Jägermeister, enfin ça finit. Mais ce qui reste, Voilà, exactement. Et donc tu fais couler l'alcool et tu le bois en bas, machin, en travers des glaçons, c'est génial, mais c'est tous les ans dans une ville différente, ils le font 75 fois par an dans plein de villes différentes, machin, et à chaque fois ils vont trouver le mec qui va fabriquer le sculpteur de glaçons dans chaque bled de chaque pays. T'as des défis comme ça, tu te dis wow. ouais. Ah oui, puis de toute façon, c'est des très grosses machineries logistiques, mais un truc tout bête, hein, organiser une partie salon, ça veut dire faire des stands. Et simplement, il y a une logistique d'ameublement. Il y a des stands, il faut des chaises, des tables, des trucs, des machins. Donc comment est-ce qu'on fait? Alors, bien sûr, on peut tout louer à des spécialistes, ça coûte une fortune. Et donc il faut voir comment on réussit à faire des stands. C'est un truc tout bête, mais voilà, c'est une tâche, ça prend une semaine de trouver. C'est facile de critiquer les événements quand on est spectateur ou machin, ou que c'est trop. Mais c'est vrai que de l'intérieur de l'organisation, quand on a un peu tâté de ça, waouh, Ah bah oui, oui, c'était mon premier métier quand même, hein, de ouais. sortie de l'université, c'est ce que je faisais, mais c'était pas des trucs comme ça, c'était plus rigolo. Défilés de mode et autres trucs pour les marques, donc c'était fun, mais quand même, ouais, il y a beaucoup de petits trucs qui sont invisibles, mais qui finalement sont super chronophages. Oui, oui, puis ça demande, c'est aussi, on l'oublie assez vite, mais c'est assez stressant d'organiser un événement, par exemple. Bah, nous, cette année, à Deauville, il y a eu une panne de courant, par exemple, pendant l'événement. Et puis, t'as eu plus qu'une panne de courant, t'as eu des grèves, t'as eu des Alors tempêtes, ça, c'était l'année d'avant. Mais l'avantage des grèves, c'est que tu sais dès le matin que les gens seront pas là. La panne de courant, nous, ça nous arrivait pendant la journée. D'un seul coup, c'était l'exposé moi, j'étais dans la salle en train de regarder Aysun Akarsu, je me souviens. D'un seul coup, plus de courant. Et en fait, tu vas voir les mecs et tout le monde te dit, bah, on sait pas ce qui se passe. Dit, mais attention, si c'est pas reparti dans 10 minutes, on est obligé de vider les lieux, c'est la loi. Et donc, la conf s'arrête. Donc, bon, bien sûr, ça s'arrange, on a négocié, etc. Mais c'est compliqué, ça a duré 20 minutes. Et heureusement, ce qui est bien, c'est qu'à Deauville, le Wi-Fi est branché sur les bornes de secours. Et donc, comme il y avait le Wi-Fi, personne n'a bougé. Ah bah. C'est aussi simple que ça. Mais voilà, ça fait partie Du côté conférencier, là, Ah, je suis intervenu là c'était il y a 3 semaines de CCI des Hautes-Alpes et bien sûr, j'avais pas préparé de slide, je voulais faire le truc en live, mais le Wi-Fi, mon ordinateur n'atteignait pas le Wi-Fi, donc il a fallu partir en freestyle. Tu dois être prêt à panne de courant, pas de Wi-Fi, pas de slide, pas machin. Il faut continuer à faire le truc, quoi. bien sûr, hein. Il y a pas d'excuse. Et ça aussi, c'est un débat. Je crois qu'il faut. Je suis sorti du truc, donc à la limite, peu m'importe, mais je trouve quand même que c'est à la limite la responsabilité de vous tous, ces organisateurs, de former les intervenants. Et Shake, justement, le jour d'avant, il y avait une journée où tout le monde se retrouvait, des ateliers, etc. TEDx, tu passes en atelier, moi j'avais esquivé le truc, mais les mecs, ils étaient passés au gris pour... Mais t'es tu formé sais, à faire des confs TEDx, quoi. pour que du web, nous, on a résolu ce problème complètement différemment. C'est personne ne peut intervenir pour un exposé de taille régulière si on l'a pas déjà vu, si quelqu'un de l'organisation ne l'a pas déjà vu faire un exposé satisfaisant ailleurs. Ouais. Et en fait, on a beaucoup de gens qui nous sollicitent, mais comme ils n'ont jamais fait d'exposé, ce que je leur dis, c'est pas possible. Alors, il y en a qui le prennent très mal, mais en fait, nous, on veut s'assurer de la qualité, et c'est la solution qu'on a trouvée. Mais c'est un peu, c'est limite hein, comme manière de faire, parce que bien sûr, ça veut dire que les gens, il faut qu'ils aillent s'entraîner, qu'ils aillent dans une autre conf avant. Ouais, mais moi, je suis tout à fait d'accord de donner leur chance aux jeunes, machin, tout ça, mais il y a, enfin, on va pas parler de donner de nom ou de quoi que ce soit, mais des fois, c'est un peu border, quoi, hein, c'est quand même, ça fait peur. Bon, enfin bref. Moi, c'est vrai que même avec l'expérience, mes confs peuvent faire peur aussi, donc je peux comprendre. Ouais, je ne fais aucun commentaire, je suis organisateur de conf. Je ne fais Les rien. goûts et les couleurs. Enfin bon. Ok. Le sujet suivant, notre Mhm. ami Quant. Mhm. Moi, j'ai pas trop fait de choses avec Quant cette année, mais ils sont déjà. J'ai prévu de faire des. Je vais rien dire, vous allez voir. De 2018, je repars à la sauce, ça risque de vous surprendre. Euh, même, même Quant n'est pas au courant de ce que je vais faire pour eux. mais Ah, ça va, effectivement, c'est vrai que vous êtes des surprises alors. Ah mais attends, d'un côté, je veux dire,
d'un côté, donc, tu veux garder l'esprit start-up, machin, mais tu deviens une grosse boîte. C'est clair que la com de Quant aujourd'hui, c'est plus que c'était au début, et je comprends tout à fait, mais je pense qu'il faut réinsuffler un petit peu le côté rebelle et avoir un petit peu des... Ouais, ça me plaisait bien, moi, au début, en tout cas. Là, c'est assez impressionnant, et tant mieux, hein, d'ailleurs, c'est ce qu'on souhaitait, mais on peut plus... Est-ce qu'il y a encore des gens... Si, il y a encore des gens, bien sûr, qui remettent en question le projet, mais c'est même... Enfin, est-ce que tu vois un désastre qui pourrait arriver ça commence quand même à être relativement solide, non? Plus on avance, moins c'est susceptible d'arriver. En tout cas, après, non, les vrais dangers, après, ils sont toujours par rapport plus à. Enfin, moi, je sais même pas s'il y a des vrais dangers. Oui, si, s'il arrivait malheur à un certain nombre de personnes qui étaient dans la boîte, il y aurait des dangers. Mais ce que je touche du bois, parce que j'estime faire partie de ces personnes. Mais, On remettait bien en question Google il y a une seconde. Donc de toute façon, on n'est jamais c'est sûr, ça. Mais bien sûr. après qu'il y ait des détracteurs. Certains pour des raisons plus ou moins légitimes, d'autres qui sont complètement à côté de la plaque. C'est naturel. De toute façon, il y a des gens qui adhèrent pas au projet de la vie privée. On en parlait. Il y en a qui disent on s'en fout. Voilà. Il y a des gens qui pensent que un moteur de recherche ça devrait être gratuit et ça devrait être une œuvre philanthropique. Bah voilà. Nous, on est une société privée, donc voilà, Ou qu'un moteur de recherche devrait être finalisé et prêt en le jour de serait-ce sa un an ou sortie. 2 ans. C'est ça exactement. Et donc voilà. Après, non, cette année, voilà, nous on a depuis quelques mois, on est en très très forte expansion. Hein. Je ne sais pas à quel point on a le droit de dire les chiffres, mais on est bien plus d'une centaine. Voilà, on a une équipe de recherche qui est maintenant extrêmement conséquente, puisqu'il y a, je pense, entre 20 et 30 personnes. Et il y a beaucoup beaucoup de nouveautés qui vont sortir dans les tout prochains mois. Voilà, donc il y a beaucoup de trucs. Il y en a qui ont été, on en a parlé un petit peu avant le. Là, par exemple, je disais que j'ai le droit d'en parler puisque Eric Léandri visiblement l'a dit. Mais juste pour mettre un peu de contexte, c'est-à-dire que les gens voient Quant, le moteur de recherche, Ouais. ils ne voient pas tout ce qu'il y a autour du moteur de recherche. En fait, il faut comprendre un truc, mais ça, c'est plus des logiques que les gens, on voit pas forcément puis on voit un peu ce qu'on veut voir tout le temps. En plus, il y a en France toujours une méfiance dès qu'un acteur arrive, etc. C'est qu'est-ce qui fait que Google a 90% du marché? Quand on se pose la question comme ça. Il y a une première question, il y a une première raison qui est ils ont beaucoup d'argent, ils savent machin, etc. Et ils ont des résultats qui sont très bons. C'est vrai. Je vais pas mentir. Hein, après, on peut se poser la question est-ce que ils font des choses comme il faut? Mais il y a aussi autre chose, c'est qu'ils ont une suite de produits complète. Il y a un écosystème. Je pense que c'est même plus simple que ça. C'est une question d'habitude. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut premier niveau. Après, c'est sûr, des opérateurs, mais est-ce qu'un mot même Bing, Bing a fait plein d'annonces, est-ce qu'il y a vraiment un moteur de recherche qui ne te donne pas aujourd'hui des résultats pertinents? Ils sont tous quand même. Tous les moteurs ont un bon niveau de pertinence, oui, bien sûr. Mais après, tu vois, regarde, c'est quand même Google. Si tu veux partir de Google pour regarder ton itinéraire, tu vas sur Google Maps. Si tu veux ton mail, tu vas sur Google Mail, etc. Donc en fait, tu ne sors jamais de l'écosystème. Donc tu as une vraie habitude de la marque qui se crée grâce à ça. Oui et non, parce que quand même, ce que j'avais vu, moi, c'est qu'au cours de ta journée, que tu le saches ou non, tu utilises plusieurs moteurs de recherche. Mais donc, à la limite, c'est même plus une répartition sur 100% qu'il faudrait faire, mais peut-être 160%, tu vois. Je suis d'accord, mais tu vois, il y en a quand même quelques-uns qui sont plus utilisés que les autres. Quand tu utilises YouTube, tu utilises Google. Tout à fait. T'es sûr que c'est vraiment Google dans YouTube? Ah oui. Enfin, c'est Google. C'est des technologies Google. Ouais, mais pour moi, vu comment c'est tellement facile de le niquer, YouTube, je me dis. C'est ça. Je pense que voilà, c'est peut-être pas les mêmes équipes. On va dire ça comme ça. Mais voilà, c'est un truc. Et donc voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, chez Quant, c'est pareil. Il y a une multiplicité de choses qu'on fait. On travaille sur le moteur et sur d'autres choses. Après, oui, il y a des gens qui trouvent que ça avance jamais assez vite. J'ai envie de leur dire, s'ils veulent que ça accélère plus vite et qu'ils ont des compétences très pointues sur des domaines techniques très complexes, ils peuvent candidater, hein, on recrute, et ils font partie de l'aventure comme les autres. Voilà, il n'y a pas de souci. Créer des technos de moteur, c'est compliqué, ça coûte cher. On fait ça depuis un certain nombre d'années et on avance. Ça coûte 50 millions. Ça coûte 50 millions, exactement. Voilà. Et même si on nous donne 50 millions aujourd'hui,
C'est pas demain, avec les 50 millions, que j'ai un moteur. Ça prend du temps. Voilà. Et puis, rappelle quand même les deux options. Pour bâtir un moteur de recherche, soit on part de zéro, soit on part d'un truc existant. S'il y a pas... Est-ce qu'il y en a une troisième option? Je pense pas. Mais combien... Le chiffre, attends, si Google voulait crawler tout le web, je sais pas si c'était pas un truc comme 4000 ans, je sais pas quoi. Alors, les chiffres sont toujours déjà la taille même de l'index de Google. En fait, maintenant, y a plus de vraie estimation. L'index efficace estimé, c'est 30 000 milliards de pages pour eux, je pense. Ce qui est énorme. Hein. Oui, parce Mais on en parlait, enfin, si tu vas sur le Google de SFR, lui, ils ont accès qu'une partie de l'index ouais. principal et après, il y a tout le reste qui est beaucoup moins mais pertinent. mais après, il y a un certain nombre de choses qui sont qui dans le folklore web sont assez enfin, qu'on pense à peu près correct. C'est dès qu'on a quelques dizaines de milliards de pages, en fait, on est capable de répondre à quasiment tout. Quasiment. Après, le reste, c'est ça qui, bah après, c'est ça aussi qui fait la différence, mais voilà, après, c'est le coût du stockage. Hein. Quand on parle de centaines de milliards de pages, on parle de milliers ou de milliards, de millions de pétabytes. Enfin, pour en savoir plus sur le surfeur aléatoire, il faut aller à ta masterclass. Exactement. Mais effectivement, dans l'idée que tous les jours Google visite toutes les pages web, non, c'est pas possible. Ah bah non, c'est pour ça qu'il y a ce qu'on appelle des politiques de crawl. Et du côté SEO aussi, bien prendre en compte ce fait que, et c'est pour ça que Google Sémantique, c'est pour ça qu'on essaie de faire des choses de faciliter notre boulot, c'est l'accessibilité pour le moteur, les facilités de boulot, et puis c'est pour ça que je lutte aussi contre l'idée que, tu vois, ce truc de dire, ok, toutes nos pages doivent être à 3 clics depuis là-haut. D'ailleurs, non, sois un général à la tête de tes armées, apprends à mettre en avant certaines choses. Quand tu parles à Jean Benoît, comment ils font du SEO sur page jaune, tu vois, quand tu as 35 millions de pages, quoi, tu peux pas, tu vois, t'es quand même conscient que Google va pas tout mettre en avant, là, tout, non, il faut que tu fasses un peu une question de ROI et ça, en ou de plus, Pareto. c'est assez rapidement des raccourcis que les gens ont tendance à faire. Hein. C'est quand on dit la bonne pratique, c'est que les pages soient à 3, 4, 5 clics. Ça veut pas dire que toutes les pages doivent y être. C'est-à-dire les pages importantes doivent y être. C'est complètement différent. Mais on oublie assez vite une partie. On dit, ah, si les pages importantes, oui, mais mon site web, toutes les pages sont importantes, bien sûr, donc je vais tout mettre. Juste avant toi, là, c'est là, un site, on me parlait d'un site d'1 million de pages. Ah, comment je vais faire? Je dois auditer 1 million de pages. Je dis, mec, regarde vraiment quelles sont les pages qui sont importantes et on est arrivé à 39 000. Ouais. Bah, voilà, de toute façon, ça se saurait si toutes les pages du web étaient importantes. Tiens, avant de passer à autre chose, quand même, comment chez Quant, après, est-ce que tu peux répondre, ça j'en sais rien, si tu as le droit, mais je suis quand même intrigué toujours par cette notion de qualité de la part d'une machine, et c'est le fameux, c'est parti quand même de Panda, où Google a dit que la qualité, le contenu dupliqué, c'est pas de qualité, par exemple. Ouais. Alors que si tu fais la paraphrase à 2 balles, ça va, tu passes. Donc le contenu dupliqué, par exemple, c'est pas que c'est pas de qualité, c'est que ça coûte cher au moteur et qu'il faut, on stocke pas plusieurs fois le même contenu. Donc pour éviter ça, on fait en sorte de détecter si le contenu est dupliqué ou pas. Non, par contre, pour la qualité, il y a vraiment alors, je vais parler qualité pas spam, hein, c'est pas tout à fait la même chose. Mais bon, pour déterminer la qualité d'une page, il y a 2 méthodes. Il y a une méthode qui est vraiment la méthode, comme tous les feeds, comme Panda, etc. Littéralement, on fait noter des pages par les humains, quality ratings. On a un certain nombre de features qu'on regarde. On fait un magnifique classifieur et on est capable de pré-ranker toutes les pages en termes de qualité comme ça. Et en fait, il faut savoir un truc, hein, nous, ce qu'on fait, c'est que en temps réel, entre le moment où la page est crawlée et indexée, on lui donne un score. C'est pas un score définitif, mais elle a un score. Donc on sait donner un ordre de priorité, en fait. Les pages qui sont très scorées, à ce moment-là, on dit, on va aller regarder en détail très rapidement. Celles qui sont pas beaucoup scorées, on s'en fout. Et puis après, il y a les signaux utilisateurs, hein, on oublie ça assez souvent, mais donc RankBrain et compagnie chez Google, RankNet chez Microsoft, Learning to Rank, la technologie, c'est son nom générique, qui, avec certains signaux utilisateurs, essaye d'inférer la qualité perçue par les utilisateurs pour re-ranker les pages, en fait. Alors, c'est toujours un truc que je dis à plein de gens et ils ont toujours du mal à croire. Et on est encore là.
On va parler peut-être plus tard de toutes ces études de ranking factor, etc. Mais on dit, ah là là, les pages, il faut, alors je vais parler en termes de CF, TF, des trucs majestic. Il faut un bon TF, mais il faut aussi un bon CF, il faut que le TF et le CF soient en adéquation, puis il faut un bon contenu scoré avec. Il y a beaucoup d'outils, dont par exemple Your Text Guru, un gros clin d'œil, voilà, qui permettent, et on dit comme ça, on va être classé premier, deuxième, etc. Non, c'est pas vrai. En fait, si on fait bien, tout avec les primitives techniques que tous les SEO connaissent, on va être dans les premiers résultats, c'est sûr. Est-ce qu'on va être premier, deuxième, troisième, quatrième? Ça va beaucoup dépendre de la satisfaction utilisateur. Et si là, elle est mauvaise, même si on mériterait techniquement d'être premier, ben on sera pas premier. Parce que le signal utilisateur va montrer que les gens préfèrent le deuxième. Donc le moteur, il n'est pas plus con que nous. Si les clics et le comportement des gens montrent que le deuxième est plus quali que le premier, ben il mettra le deuxième en premier. Mais il y a même autre chose, parce que justement en parlant de ces métriques, si tu regardes, c'est très pratique dans SEO Observer, où la manière dont c'est foutu, tu mets un mot-clé, et tu vois bien si Google il a tout aligné. C'est-à-dire l'odeur, si tes backlinks, tu vas par exemple taper rachat de crédit dans le competition checker de SEO Observer, tu vois que tout est business, la vert cacadois, je pense que c'est 17 ou je sais plus quoi, enfin bon bref, à la limite, tu vas arriver à monter si t'es autre chose que ça, mais tu resteras pas. C'est négatif. Et ça, c'est quand même requête par requête. Il a pas tout, il est pas arrivé à tout classifier. Même à l'échelle de Google, il est pas arrivé à tout classifier, tout ordonner, mais il va aller vers ça, on est d'accord. Bien sûr, il y va. Et puis, il faut voir qu'au fur et à mesure que les gens utilisent, mais aussi que les technos progressent, c'est de plus en plus simple. Par exemple, un truc qu'on savait pas faire il y a quelques années, qu'on sait faire maintenant, c'est de dire, avant les requêtes étaient vraiment toutes indépendantes. Maintenant, on sait dire cette requête, en fait, c'est la même chose. Parce que on détecte l'intention. Et donc, enfin, l'intention au sens le plus fin du truc. Si tu dis, je sais pas, quel est l'âge d'Emmanuel Macron, quand est né Emmanuel Macron, Macron est-il vieux, Macron est-il jeune, est-ce que je suis plus vieux que Macron, etc. Toutes ces requêtes, c'est la même en fait. Et donc, le moteur sait s'en rendre compte et les regrouper. Et donc, les signaux utilisateurs de l'un servent aux autres. Et donc, c'est important. Pour revenir sur Your Text Guru, après, est-ce qu'on peut s'en servir d'argument commercial? Je sais pas, ça c'est à vous de voir, mais moi je donne mon avis. J'ai un test en cours, hein, et t'as la page lambda, tu la passes à Your Text Guru. Après, à toi d'observer si effectivement et c'est là où c'est intéressant, c'est que si ça tient quand même au site. C'est-à-dire que si le site est suffisamment bien qualifié, s'il a suffisamment la patate, enfin, que ce soit en termes de PageRank, tu vois bien que les améliorations, là oui, tu peux quasiment faire une corrélation. Après, dans un autre cadre, avec un site moins puissant, moins bien calibré, ben, c'est plus difficile, quoi. Nous, on a fait une étude qu'on va publier prochainement, je pense, sur Your Text Guru, parce qu'en fait, on s'est benchmarké par rapport aux autres. Et attends, je cherche un peu le truc, je l'ai quelque part, moi je sais plus où. Et la question, c'est nous, on a fait ce qu'on appelle une analyse explicative, mais on a intégré le TF et le CF dedans. Et comme ça, on a sorti des règles. Si le TF et le CF ont telle valeur et que le score Your Text Guru a telle ou telle valeur, alors voilà ce qu'on peut espérer. Et ce qui est amusant, c'est qu'à score Your Text Guru égal, en fait, il y a d'autres facteurs qui arbitrent. Et en fait, si on ne les prend pas en compte, bah, on est à côté de la plaque. On peut pas dire, en améliorant mon contenu, je monte. C'est parce que c'est pas si simple que ça. C'est si j'ai tel TF et tel CF, l'amélioration de mon contenu peut me donner ça. Mais me donnera pas ça. Par exemple, sur une requête ultra compétitive, je sais pas, des requêtes justement, typiquement liées à l'assurance ou la mutuelle, quelqu'un qui vient à moitié à poil, en fait, sans TF et sans CF, il a beau avoir une optimisation qui est 4 fois celle du premier en termes de texte, ce qui est déjà compliqué parce que dans ce domaine-là, les mecs, ils sont quand même déjà pas mal allés, et ben, il sera pas placé quand même. Parce que ça suffit pas. Par contre, s'il arrive à avoir un TF et un CF qui est proche des premiers, proche des 3, 4, 5 premiers, et qu'il ait une très belle optimisation, là, il rentrera dans le jeu. Mais c'est seulement à ce prix-là. Et on oublie assez vite. En fait, c'est toujours le truc, c'est on cède à un effet de mode. En ce moment, il y a une mode sur le sémantique, et donc tout le monde pense qu'il y a que ça qui joue. Mais c'est pas vrai. Il y a tout un tas de paramètres qui jouent ensemble. Mais ensemble, c'est ça qui est très important. Mais cela dit, on a quand même, allez, la minute cocorico, parce qu'on a fait compte, on en est fier. Il faut être fier de compte. C'est pas tous les jours qu'on sort un moteur de recherche. C'est quand même assez particulier ce milieu de la recherche d'information. T'as Google,
t'as Microsoft, et puis après, t'as bon, Baidu, machin, et puis après, c'est les deux qui. T'as Yandex et Contre. Ouais, c'est ça. Alors, sachant qu'il y en a que c'est quand même plus gros que nous, hein, mais effectivement, c'est les deux. Plus gros, mais tout, parce que la Russie, mais Ouais, du point de vue techno, du point de vue échange, c'est. Ouais, il y a quand même un. Enfin, tel que je le vois, moi, vu de l'extérieur, ou un petit peu plus que juste de l'extérieur, mais il y a. C'est un peu. Enfin, c'est quand même vachement restreint, il n'y a pas 250 c'est pas acteurs, quoi. en plus, ce qui est assez amusant, c'est que si on prend Microsoft, Google et anciennement Yahoo, parce que les équipes, non, les gens sont pas morts, c'est pas parce que le moteur n'est plus ce qu'il était que les gens sont morts. C'est un groupe qui est formé un peu de la même manière, sur les mêmes technos, etc. Et nous, on a des technos un peu différentes, et les Russes ont des technos un peu différentes. Et ça, c'est assez amusant parce que si on compte en nombre de technos, types de technos, en fait, il y a 4 ou 5 courants de pensée, et ça s'arrête là. Il n'y a pas Ouais. besoin, enfin voilà, il y a beaucoup de moteurs, mais pas beaucoup de types de technos différents. Ouais. Euh, et DuckDuckGo, il paraît qu'ils ont un crawler maintenant. Ouais, je sais pas, j'avoue que j'ai pas trop regardé. DuckDuckGo, au début, c'était un peu, on l'avait dans la ligne de mire, et puis en France, on est passé devant, donc maintenant, on regarde plutôt ce qu'il y Mais a. si on l'a pris récemment, parce que moi j'ai toujours cru que c'était un métamoteur, mais soi-disant il y a un crawler aussi. Donc, Mais je sais ce serait pas délirant, parce qu'il faut bien voir qu'à un moment donné, pour les plus gros acteurs, il va falloir qu'ils réfléchissent à comment augmenter leur surface de marché. Alors bien sûr, Google, ils sont un peu coincés, mais par exemple, Bing peut légitimement grossir. Pour grossir, hein, il faut ou une prédation vers les autres ou les flinguer. Et je pense qu'à terme, il faudrait que enfin, les métamoteurs à terme sont voués à disparaître. Les gens sont obligés de développer leur propre techno, parce que sinon, les gros opérateurs vont leur couper le flux, hein. pas. Ouais. Et n'oublions pas aussi que c'est quand même gonflé de faire un truc à part, parce que parlons de Stragon, hein, parce que j'ai quand même un paquet de startups en client et j'ai accompagné des accélérateurs et compagnie, mais il y a, il y a, euh, il n'y a pas beaucoup de startups qui aujourd'hui ont l'ambition de créer une vraie boîte autre que simplement un business model de levée de fonds pour ensuite se faire acheter par un plus gros. Quant à la véritable envie d'être pérenne, ils ont pas monté la boîte pour se faire acheter par Microsoft ou Google, tu vois. Non, parce que objectivement, je pense que vu les dernières levées de fonds, voilà, les associés du début, ils auraient déjà pu passer à la caisse quasiment. Voilà, il y a eu des belles levées de fonds. Mais Euh, enfin, dès le départ, je le sais pour ouais, la bête, disons, c'était quand même. Après, ils peuvent changer d'avis, les mecs, c'est sûr. bien sûr. Mais il y en a tellement aujourd'hui qui partent dès le départ avec les bon, ben, on va monter un truc pour le revendre. Non, non, il y a un vrai, déjà, il y a une vraie appétence pour la mission de la boîte, hein, qui est le respect de la vie privée. Je pense que les fondateurs, ils croient dur comme fer. C'est structurant. D'ailleurs, c'est un peu la seule consigne qui est donnée aux équipes. On dit, vous pouvez utiliser un peu les technos que vous voulez, etc. Voilà. Par contre, il faut toujours vraiment respecter c'est un certain nombre de fondamentaux. Et la vie privée, le respect de la vie privée en fait partie. Après, enfin, oui, c'est à la fois gonflé et tout. Puis je pense que quand on monte ce genre de boîte, au début, on dit on va faire, et puis voilà, et puis ça marche. Puis il y a des gens, mais faut pas oublier, hein, Eric, puis ses associés, c'est pas des jeunes fondateurs de start-up. Si Eric entend ça, il va gueuler quand il va m'entendre. Mais voilà, Eric, il est un peu plus âgé que moi, un peu plus âgé que toi aussi, je crois. Et donc, il a une autre vision des choses que quelqu'un qui a 20 ans et qui monte une start-up, c'est sûr. Nous, pareil, avec voilà, quand j'ai monté les X-Lab, mon objectif, c'est de faire quelque chose qui va durer dans le temps. J'y crois, etc. Quand on a 40 ans et qu'on monte une boîte, on n'a pas la même envie que quand on a 20 ans. Ouais, non, mais Eric, il était déjà, enfin, au niveau sécurité et tout ça, il était déjà bien calé. Et puis en plus, Perteam, c'est aussi vieux que Google, non semble. Pardon, c'est? Perteam, Ouais. c'est aussi vieux que Google. C'est un Euh, moteur de recherche B2B. c'est pas de constat, mais ça fait partie des vieilles sociétés qui font un peu de recherche d'information en France, puisqu'ils ont été opérateurs pour Pagone, etc. Oui, c'est peut-être encore maintenant, d'ailleurs, je sais pas, mais Attends, ça fait partie des trucs historiques, hein. on va demander à Google, on va demander à Quant depuis quand, ouais. Depuis quand existe Perteam? Poum, poum, poum. 1997. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Avant Google. Enfin, la boîte a été créée en 1997, donc effectivement, ouais,
Ça date, mais c'est pas parce que tu es un moteur B2B que t'en sais beaucoup moins sur. Après, c'est sûr, B2B, B2C, c'est peut-être un autre truc, mais ouais, il faut pas croire que c'est sorti du chapeau comme ça, là. Ouais, alors, il y a une vraie différence, ça, je pense que c'est intéressant pour ceux qui nous écoutent de le savoir, c'est que B2B et B2C, la vraie différence, c'est que en B2B, il y a moins de données, elles sont plus structurées, et surtout, il n'y a pas de spammer, Ouais. quasiment. Alors qu'en B2C, il y a beaucoup de SEO, en fait. Donc, c'est plus compliqué. Attends, tu sais que là, j'ai les premiers mecs qui commencent à me dire, tiens, moi, j'optimise pour Quant. Parce que les autres, ils sont ailleurs et qu'il y a personne qui le fait, donc je fais du Quant. Ouais. Et Ah ouais. d'ailleurs, il fallait, il est où ce Eric là? On devait faire un concours SEO sur Quant. Il faut qu'on le fasse. Euh, je vois l'heure qui tourne là. On est déjà 50 minutes, donc Ah, on va avancer. On va avancer sur. On va rester. Allez, on va clore le sujet Google. Dis-nous la vérité. oui. Quelle est la part de marketing, effet d'annonce, com, etc. dans l'intelligence artificielle et qui est RankBrain et le véritable progrès technologique? Ouais, alors, la vérité, je sais pas, parce que je suis pas chez eux, mais disons que Ton avis, en tout cas, voilà, ton avis. voilà. Alors, est-ce qu'il y a un algorithme, une famille d'algorithmes qui sont regroupés sous le nom RankBrain, qui prennent des signaux utilisateurs, des trucs, qui créent des instabilités, qui classent les pages, qui les reclassent en temps réel et tout? La réponse est oui. Est-ce que cet algo, c'est de l'intelligence artificielle? Un algo qui utilise des données humaines pour essayer de comprendre la prise de décision des humains et limiter. On peut dire que c'est de l'intelligence artificielle d'une certaine manière. En tout cas, c'est ce qu'on appelle du machine learning. Donc là, c'est oui. Après, à quel point il est utilisé sur toutes les requêtes? Moi, je pense que là, on assiste depuis quelques mois à un élargissement très très important des requêtes qui sont impactées, avec des instabilités. Enfin voilà, tous les jours maintenant, quand je me lève, je vois, ah, le serpomètre, il est à 8, il est à 9, il est à machin, etc. Oui, là, je pense que de plus en plus, ça pour moi, c'est un signe de ces algos-là, parce que en vérité, quand l'être humain commence à trouver que les prises de décision sont trop rapides, ça veut dire que c'est un algorithme qui les prend, hein, Ouais. puis un être humain. Et donc, voilà, c'est probablement l'impact de tout ça. Après, voilà, c'est ça que je dis. Là, si on résume ça, l'intelligence artificielle à ça, je dis, ah bah oui, il y en a beaucoup chez Google. Voilà. Après, de l'intelligence artificielle au sens un peu noble du terme, comme on peut lire chez certains prophètes du futur sur Twitter, etc. Moi, je dis qu'il n'y a pas grand-chose alors. J'ai eu une annonce que l'intelligence artificielle venait d'arriver dans Word et Excel aussi. Hein. Oui, oui, bah, c'est sûr. Parce qu'il y a un correcteur orthographique, c'est ça, non? Non, non, vrai, là. Enfin, j'ai pas, la reste de la news m'a pas intéressé, donc je me suis arrêté au titre, mais j'ai vu l'annonce que l'AI était dans le pack office maintenant. Eh ben, dis donc, c'est tout un programme. Mais non, voilà, pour l'instant, on parle beaucoup, etc. Il y a de très très beaux résultats techniques en reconnaissance d'images, etc. Il y a des choses très impressionnantes. Quand on parle des jeux type échec, Go, etc. Les résultats, oui, ils laissent songeur parce que en tant qu'être humain, on est débordé, mais c'est pas très surprenant en fait. Et donc voilà, je me souviens, on a eu un échange de tweets sur quand ils ont annoncé que AlphaZero passait du Go aux échecs et qu'il jouait de manière totalement sociopathique. Ouais. Moi, j'ai mis que c'était pas surprenant. Mais voilà, moi je trouve que les gens qui font de l'intelligence artificielle, certains chercheurs, ils sont un peu à côté de la plaque sur les aspects sociaux parce que de dire la machine joue pas comme un être humain, c'est un extraterrestre, non, c'est pas vrai. La machine, elle joue comme un être humain jouerait s'il jouait pour sa vie et qu'il savait tout. Bon, allez, la question. Est-ce que, comme à Hollywood, les humains vont gagner à la fin ou les robots vont vaincre? Ah bah, en fait, moi, les humains gagneront toujours parce que pour plein de raisons techniques, je ne crois pas une seule seconde pour l'instant, alors, sauf rupture technologique invraisemblable liée à la physique, je ne crois pas à l'intelligence artificielle consciente d'elle-même, etc. Donc en fait, elle sera toujours pilotée par des êtres humains. Donc l'humain qui a les robots gagnera. N'oublions pas qu'il y a deux courants. Il y a les androïdes, hein, Terminator, ou l'humain augmenté. C'est ça. L'humain augmenté vaincra. Voilà. Voilà. On arrivera plus vite à un humain, à Matrix, quoi, tu vois, Ouais. que Terminator.
Bien sûr, oui, oui, après le robot, oui, le robot sera efficace sur un champ de bataille, etc. Dans Pour nous certains servir des cocktails au bord de la piscine. Peut-être aussi, c'est encore mieux ça, voilà, même si c'est pas forcément un robot qu'on préfère pour ça. Enfin, voilà, il y a tout plein de trucs, mais en tout cas, on va aller vers la création d'assistants intelligents dans le sens où qui miment pas mal de choses, mais pas l'intelligence artificielle. Moi, pour l'instant, je ne vois pas un très gros danger. Je vois plus de danger dans la prise de décision automatique pour la prédiction, pour la logistique dans les villes, etc. Par exemple, que de danger de l'intelligence artificielle au sens premier du terme. Tu l'as un peu spoilé tout à l'heure, mais redis-nous bien quand même cette histoire de validation humaine. Quelle est sa part? Ah bah c'est plus que en fait c'est à la fois c'est à la fois le début de la chaîne et la fin de la chaîne. C'est le début de la chaîne, c'est des données qui ont été qualifiées par des êtres humains. Donc donc voilà. Et même quand on dit Alpha 0, enfin AlphaGo 0, etc., qui joue sans avoir vraiment appris les règles, on lui dit juste là t'as gagné, t'as perdu, etc. Il y a un jugement, t'as gagné, t'as perdu, c'est des règles qui ont été créées par les humains. Enfin voilà, il y a une supervision humaine au début. Pour le spam, il faut fournir des exemples de trucs qui sont spammés. Pour le porn, il faut fournir des exemples de sites web en disant ça c'est du porn, ça c'est du porn, ça c'en est pas, etc. Et puis après, il y a à la fin la qualification des résultats. Le moteur, lui, finalement, il transfère les connaissances qu'il a apprises sur des nouvelles data. Il faut les valider au fur et à mesure. Et donc voilà, il faut des êtres humains pour lui dire. Mais c'est comme pour un enfant. Hein. Un enfant, on lui explique comment parler. On dit voilà, tiens, ça c'est une fleur, ça c'est une fleur, ça c'est une fleur. Enfin, il fait, ah, t'es une fleur. À un moment donné, il dit et c'est un chien. Et tu fais mais non, c'était une fleur. Ah d'accord. Voilà, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Sauf que c'est la même chose à une échelle beaucoup plus grande. Ouais. C'est tout, hein. Mais y a pas de raison que ce soit différent, en fait. Il n'y a pas de raison qu'on réussisse à faire émerger quelque chose qui est comme l'être humain de zéro. Euh, et ce truc de Google qui finalement aujourd'hui est en train de niquer de plus en plus la visibilité du SEO, qui de plus en plus donne les réponses Mm. directement. Euh, Ça va s'arrêter où? Est-ce que on va avoir la, et surtout sur mobile, est-ce qu'il y a encore la place pour pour les résultats organiques? C'est, est-ce qu'il existera toujours des résultats organiques? Oui, parce que même s'il y en a qu'un, il sera, enfin, non, c'est pas tout à fait vrai ce que je veux dire. Euh, à terme, on peut se passer de cette interface textuelle qui renvoie vers un élément qui est actuellement une page web qui contient aussi le résultat. Pour l'instant, le moteur de recherche, quel qu'il soit, il est comme le bibliothécaire à qui on dit j'ai besoin d'un livre qui parle de tel truc ou j'ai besoin de savoir tel truc et le bibliothécaire dit va lire tel livre. Donc là, Google nous dit va lire telle page web. Et donc effectivement, avec la position 0 et tout, il essaye d'extirper l'information dans une logique d'assistance. Et donc pourquoi pas, ça, on pourrait commencer à s'affranchir des résultats organiques à un moment donné. Et dans certains contextes, il faudra, hein, par exemple, pour la recherche vocale, c'est le marronnier absolu en ce moment, mais la recherche vocale, quelque part, ne devrait fournir un résultat organique que s'il est demandé explicitement. Justement, Auquel mon device, est-ce que tu peux m'envoyer vers une page web qui va parler de tel truc? Et là, le truc dit, ouais, tiens, j'ai trouvé des pages web, dis-moi laquelle tu veux voir. Et après, c'est affiché sur l'écran du téléphone, sur la fenêtre, je sais pas quoi, si c'est dans la domotique, enfin, peu importe. Par contre, pour la plupart des informations pures et dures, oui, il faudrait s'affranchir des sites web. Mais là, enfin, ça pourrait, mais la question qu'il faut se poser, c'est plus profond que ça, c'est quand on est webmaster, tout ça, ça fait très peur. Si on n'est pas webmaster, oublions un instant je suis pas webmaster, je suis pas SEO, je suis pas tout ça. Je suis utilisateur, et dans la vie, j'ai des questions que je me pose. Est-ce que je trouve ça normal de devoir faire un ou deux rebonds pour accéder à l'information? Non. Avant que le web existe, etc., je pouvais faire l'appel à un ami qui veut gagner des millions. Si j'avais besoin d'une info que je ne connaissais pas, que j'avais pas de dictionnaire et tout, j'appelle quelqu'un dont je pense qu'il la connaît et je lui dis est-ce que tu sais quelle est la taille de Barack Obama? C'est toujours les mêmes exemples qu'on prend. Et le mec me dit ah oui, je sais, il mesure 1m80. Voilà. Actuellement, on est obligé d'aller sur un site web, etc. Ou alors Google nous donne le résultat. En fait, c'est beaucoup plus naturel que Google donne le résultat. Ouais, mais en plus, nous, on est habitué à avoir ce double check visuel et avoir un choix. Ouais. Mais la nouvelle génération, la version desktop avec les 10 résultats, ils l'auront à la limite très peu connu. Mais surtout que pour la plupart des requêtes,
Ce choix n'a pas de sens. La Ouais. plupart des requêtes, on veut une information, une fois qu'on l'a, c'est bon. Si je veux savoir s'il faut mettre des œufs dans la pâte à crêpes, je m'en fous qu'on me dise de diversions différentes qu'il faut en mettre. Je veux savoir oui ou non. Est-ce que je dois acheter des œufs ou pas quand je fais les courses? Alors, pour en faire l'avocat du diable, il y en a certains qui diraient, oui, mais la pensée unique, machin, tout ça. Ouais, alors la pensée unique, etc. pour certains résultats. Mais quelle est la taille de Barack Obama? Même si on n'est pas adepte de la pensée unique, il fera pas 10 centimètres de plus ou 10 Eh centimètres de oui, moins. mais combien d'œufs dans la pâte à crêpes, là, déjà? Alors Ça... combien de oui, mais en faut-il? Il y a quand même une réponse majoritaire. Eh oui, mais justement, qui décide? Enfin, à terme, on voit quoi? Alors, Microsoft, ils vont sortir là un truc, un assistant Siri, ils sont quand même largués pour la recherche, super pour l'interaction avec la machine, mais c'est Apple qui vont s'y mettre. Là, c'est clair que tu as Amazon qui est quand même balèze au niveau du search. C'est quand même Amazon, hein. Encore une fois, c'est pas parce qu'ils n'ont pas de spam et tout ça, mais ils savent quand même traiter la data. Et puis tu as Google Home. Donc, allez, Apple, Amazon, Google, éventuellement Microsoft. Il va falloir faire confiance à cette pensée unique. Et ok, maintenant, je fais confiance à Amazon, et puis peu importe s'il y en a d'autres qui pensent que 4 œufs c'est mieux que 6. Si Amazon me dit 5, c'est bien. Mais dans une SERP standard, actuellement, je suis pas sûr qu'il y ait une grande variété absolue d'informations non plus. Tu vois. Parce qu'avec la bulle de filtrage qu'on constate parfois, c'est pas forcément le cas. Mais bon, après, ça se discute. Hein. Moi, ma vidéo du jour en anglais, c'est un gros coup de gueule contre un. J'en ai marre. Aujourd'hui, j'ai lu 3 trucs sur la recherche vocale. Et 3 trucs, c'était mais rempli de bullshit. Et ce que je reproche au mec, c'est de pas dire que ben, tout ce qu'on sait, c'est qu'on sait pas grand chose, on est en train de regarder, on est en train de tester. Les mecs, ils sont là, ok, point numéro tuto, tu vois. Point numéro 1, c'est ça, point numéro 2, point numéro 3. Et puis c'est super vague et c'est le vide interstellaire, alors que les titres sont très affirmatifs. L'optimisation du SEO pour la recherche vocale en 2018, Ouais, mais voilà, en 1, 2, plus, 3. enfin, sortir aujourd'hui un article comment optimiser son SEO pour la recherche vocale, c'est exactement comme une chose de dire préparer sa valise pour partir sur Mars grâce à Elon Musk. On ne sait pas comment il va emmener les gens sur Mars, on ne sait même pas s'il va y arriver. On peut pas encore dire je sais comment ce qu'il faut emmener et tout. Donc c'est vraiment le truc. Pour l'instant, les gens travaillent sur la recherche vocale. Il y en a qui sont beaucoup plus avancés que d'autres, hein, faut pas se le cacher. Mais il n'y a aucune technologie qui se détache plus qu'une autre vraiment fondamentalement. Et il n'y a pas encore d'acteur qui a trouvé vraiment. Enfin, tout est susceptible de changer. Je pense que les plus avancés sont probablement, ça se joue entre Amazon et Google. Et entre les deux, je pense que les deux pourraient changer toute leur technologie et même leurs algos du jour au lendemain. Parce que ils sont encore sur des choses extrêmement prototypales, même s'ils ont déjà des devices qui vendent, etc. Parce que chez eux. Ouais. Mais, mais on Après, est. ils sont quand même partis dans. Google, c'est quand même Google, et c'est vrai, tu lui demandais la taille de Barack Obama, je pense qu'il est plus efficace, mais Amazon, c'est avec les fameuses skills, quoi, avec les apps, qui a des applications qui permettent beaucoup d'interactions, etc. Et c'est là peut-être finalement que je me dis Amazon ils ont pris une voie qui était peut-être plus maligne, c'est qu'ils font bosser les développeurs, tu vois, plutôt que faire bosser la machine. C'est les développeurs qui doivent se démerder à faire des applications qui permettent de faire l'interaction, etc. Et ils s'affranchissent de faire les progrès technologiques que Google doit faire pour, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Après, Amazon a quand même un avantage, c'est que son business model est quelque part beaucoup plus solide que celui de Google. On peut le dire comme on veut, mais le modèle publicitaire, et comment va-t-il passer sur la recherche vocale? On ne sait pas. Est-ce que quand on dira OK, OK Google ou OK machin truc ou peu importe, d'un seul coup, on aura je vais vous répondre, mais d'abord une petite réclame pour notre partenaire, c'est pas sûr. Donc c'est comment ils vont faire. Alors que Amazon, eux, tout est prêt. Amazon, dès qu'on achète quelque chose, on leur file du pognon. Moi, je sais pas toi, mais pour moi, s'il y en a un qui peut vraiment remporter le pactole, c'est Amazon. Après, t'as Zuckerberg, lui, pour moi, c'est le gangster, c'est lui c'est un web à lui tout seul, tu vois. Ouais, S'il peut pas t'acheter, il va te tuer, mais à côté, effectivement, quand tu regardes la réalité en face, le mec qui maîtrise tout de A à Z, c'est Amazon, hein. de toute façon, Amazon, ils ont tout compris avec leur truc. Dans une journée où on discute avec le device, c'est vrai, dans une journée, on achète des trucs.
Ouais. Si le device est là, on achète en passant par le device, et donc on file, je sais pas, c'est combien, 8% en moyenne, 9% à Amazon, un truc comme ça. Donc en fait, dans tous les cas, dès qu'il y a le device et que quelqu'un peut acheter à travers, ils savent que si la personne est devant le device, il achètera. Mm. Et donc ils gagnent, mécaniquement, ils gagneront tous les jours. Et je sais pas combien les gens dépensent en moyenne d'argent par jour, sont susceptibles de dépenser d'argent par jour pour passer des commandes pour ça, pour se faire livrer, etc. Mais à mon avis, en moyenne par jour et par personne, c'est assez substantiel quand même. Ça remonte donc c'était 2013 qu'il y a eu ce virage et ça a été à l'été où Google n'a pas vu venir Amazon. Il y a tout un pan de la recherche d'informations commerciales en plus avec beaucoup où les mecs ont juste avaient le réflexe Amazon quoi. Directement aller sur l'application, acheter au lieu d'aller sur Google chercher, comparer. Et non Amazon et c'est un peu euh, le disrupteur là qui est venu dans ce milieu alors que ouais c'est un retailer quoi. Mais moi j'avoue, c'est assez amusant parce que en plus, par exemple, dans la famille, tout le monde n'a pas la même pratique. Mais quand je veux acheter un truc en ligne, donc quand je veux un truc très vite, etc., par exemple en ligne, je vais assez facilement dans une boutique à côté de chez moi. J'ai de super librairies à côté de chez moi. L'Armitière à Rouen, je fais de la pub, voilà. Mais si je veux quelque chose que je vais commander, moi je vais toujours sur Amazon pour voir d'abord. Après, je sais que par exemple mon frère, c'est différent, il va pas aller que là. Mais moi, je me pose même pas de questions parce que je j'ai pas le temps d'aller regarder ailleurs et tout. Je achète direct là-bas. Je suis captif, hein, je suis exactement ce que je dis qu'il ne faudrait pas être. Mais voilà, j'ai ce comportement. le côté pratique encore une fois on est tellement Bien sûr. accro à ce qui est pratique. Ouais. Ah oui, oui. Qu'est-ce que pourquoi chercher? Mais ouais, c'est vrai, t'as raison, c'est le gros marronnier. Mais ce que je reproche, là, il y en a trop qui l'ouvrent un petit peu là, en prétendant qu'ils savent, alors que non, C'est ça, mais après, bah, c'est un positionnement aussi. On sait bien que voilà, si ils ouais, veulent mais se. si tu te rappelles, si tu remontes enfin, au début, enfin, ce que j'appelle les débuts, mais je pense pas il n'y avait pas cette mentalité, hein, ça a vachement changé, où il y a vachement trop de prétentieux aujourd'hui mais effectivement, c'est peut-être les temps ont changé, je suis peut-être un vieux con, mais alors qu'à l'époque, on disait quand même, bon, ben, ok, j'ai vu ça, qu'est-ce que vous en pensez, tu vois, machin, mais là, c'est vrai, les mecs, ils arrivent avec un aplomb quand même, c'est ça Alors, parce que maintenant que tu vois plus, tu regardes plus ce qui se passe, je pense, enfin, voilà, de fait, en langue anglaise, parce que en France, est-ce qu'on voit des gens qui ont le même discours? Je sais pas en fait. Je me rends pas compte. Tu sais, moi, enfin, j'ai jamais trop fait ma veille en français déjà, donc j'ai toujours fait D'accord. en anglais, mais non, après, moi, je pense que c'est l'espèce humaine qui veut ça, il y en a qui prétendent et d'autres qui font, mais Ouais. euh, je sais pas, je remarque un petit peu cette tendance par rapport à la recherche vocale parce que ça me rappelle quand même les débuts du SEO où on était là, bon ben ok, comment ça marche? Ouais. J'ai pas de souci, on va s'adapter. C'est notre espèce qui fait ça, sinon on crève. De toute façon, soit on trouve une solution, soit on crève. Donc on va trouver la solution. Ça va être ce que ça sera, on n'en sait rien, mais c'est assez intéressant puisque de toute façon, même si on regarde comment la vision romantique et nostalgique du web où tout était possible, t'avais un ordinateur et tes 10 doigts, pas d'argent, tu pouvais y réussir. Ça commence à être un peu sérieusement galvaudé aussi, quoi. Ah oui, je pense que c'est fini ça. Mais pour revenir au début du SEO, au début, on était très peu aussi, C'est vrai. comparativement. Je C'est pense vrai que là, il y a quand même, c'est assez hallucinant le nombre de. ouais. Quand tu C'est-à-dire regardais un peu sur LinkedIn, là, tu t'en vois pas la fin, quoi. quand on faisait une réunion, quand il y avait 50 ou 60 personnes, c'était qu'il y avait vraiment tout le monde, quoi. Ouais. Si, Là, si. maintenant, Il y avait eu même une époque où on voyait le cercle, c'était à peu près 300 personnes qui faisaient le SEO, alors qu'aujourd'hui, oui, bah, mais c'est normal. C'est mais c'est devenu un métier, c'est-à-dire qu'avant c'était une passion, alors qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup ouais. qui t'en trouvent. Après, il n'y a pas de critique hein, par rapport à ça, mais c'est c'est là où on voit la différence entre quand tu étais juste intéressé par un truc et quand tu es vraiment passionné. Et pas de critique avec ceux qui viennent chercher un job et qui sont Ah oui, juste non, non, au intéressés contraire. par le truc, mais tu pourras jamais dépasser ou ceux qui sont vraiment passionnés, de toute manière, gagneront toujours, peu importe SEO ou pas SEO, de toute façon, hein, ça c'est une règle de la vie. De toute façon, c'est très mécanique. Plus on passe d'heures, généralement, Et celui qui est ouais, passionné pourra toujours bosser plus que celui qui est juste intéressé. ouais, tout à fait. Ouais, ouais, non, c'est sûr.
Qu'est-ce que c'est toi qui as noté en fait tout ce dont on devait parler, donc je sais pas, je sais plus. Tu voulais parler d'études, D'études. ranking studies. Ah oui, oui, gardons le meilleur pour la fin. Alors, donc, il y a cette fameuse étude SEMrush qui a fait grand bruit parce que personne n'y a rien compris. À- à- et personne n'a rien compris, je crois, en fait, à la base, quoi. Et peut-être même le titre était trompeur, puisque ça s'appelle les ranking factors, mais est-ce que c'est vraiment des ranking factors? On en avait discuté. Moi, j'ai pas, comme je te l'ai dit un peu avant, j'ai pas, en ce moment, j'ai pas beaucoup de temps, donc j'ai pas regardé en détail les résultats de l'étude. J'ai regardé un peu les aspects méthodologiques et donc, Ouais, mais notamment. juste pour te poser, voilà, à l'époque, tu avais donc Moz qui interviewait des SEO et qui leur disait, qu'est-ce que vous pensez des ranking factors? Est-ce que vous pensez, listez-moi les 100, le top 100 des ranking factors. Donc les SEO disaient, ok, backlink, title, machin. Tandis que là, SEMrush, ils pompent de la data, ils font des observations sur les SERP, Hmm. et ils en déduisent des observations. Ouais, alors j'ai vu qu'ils utilisaient Random Forest. Alors déjà, oui, parle-nous un petit peu de Random Forest. Alors, Random Forest, c'est un algorithme de classification qui fait des arbres de décision, hein. Alors, pour ceux qui sont venus à la masterclass, on parle beaucoup du C4-5 de Ross Quinlan, du C5 maintenant, qui crée des arbres de décision. En Random Forest, c'est une autre méthode qui crée des arbres de décision, qui est plus efficace, qui donne en moyenne des meilleurs résultats, qui peut créer des centaines, voire des milliers d'arbres pour ça. Random Forest, dans ses dernières variantes, enfin, jusqu'à l'année dernière, c'était beaucoup utilisé pour faire des filtres anti-spam des moteurs, etc. Maintenant, on est passé à des Mais nouvelles. là, on est encore dans la classification, c'est-à-dire que c'est un bon système pour classifier. C'est un système de classification. Alors après, on peut s'en servir des variantes pour faire ce qu'on appelle de la régression, c'est-à-dire prédire des valeurs, etc. aussi. Donc, il y a tout un tas de trucs. Mais dans tous les cas, à un moment donné, tous ces algos, on peut faire ce qu'on appelle une analyse explicative. L'analyse explicative, si on dit voilà le dataset, voilà les résultats, voilà les classements, voilà les positions, essaye de me dire quels sont les arbres qui permettent d'aboutir à ces classements sur les datasets. La méthode fabrique les arbres, etc. Machin. Et puis, avec ça, arrive un truc qui dit, pour décider sur ce dataset de centaines de milliers de sites web et de mots-clés, quel est le paramètre que tu as la caractéristique que tu as le plus utilisé. Donc, Random Forest, à qui on a dit, voilà la liste des 50 caractéristiques que tu dois utiliser, dit, parmi les 50, celle que j'ai le plus utilisée, c'est celle-là. C'est le nombre de visiteurs sur la page, c'est la caractéristique que j'ai le plus utilisée, et donc elle est en top 1. Puis la deuxième, c'est le TF, c'est en top 2, etc. Mais attention, c'est une analyse explicative. Une analyse explicative, ça veut dire je t'explique, en toute transparence, comment j'ai pris ma décision par rapport aux données que tu m'as données. Je ne peux pas inventer le fait que, en fait, c'était le temps qui faisait le jour où Google a fait le calcul qui a influencé la position parce que tu ne m'as pas demandé de regarder cette valeur. De toute façon, ils n'ont pas accès à ça. Voilà. Et donc, je t'explique par rapport à ce que tu m'as dit de regarder. Et bien sûr, il y a des patterns qui émergent. Il y a beaucoup de patterns, et donc la méthode de classification dit moi j'ai fait des patterns, et ces patterns ils utilisent telle ou telle valeur. Si je mettais toutes les caractéristiques qui sont les mêmes que celles que le moteur utilise, ce serait littéralement les ranking factors. Si je ne les connais pas et que j'ai essayé de trouver ce que ça pouvait être, c'est une analyse explicative qui peut-être va donner des ranking factors, ou peut-être des éléments qui sont simplement en corrélation avec les ranking factors. Et moi j'avais eu, pas sur cette étude-là, mais celle d'avant, j'avais eu une petite discussion, je pense, avec Natalia, là-dessus. C'est qu'à un moment donné, il y a des facteurs, on les donne, mais parce que ce sont des facteurs qui sont corrélés aux réels facteurs. Quand on pense à un truc comme RankBrain utilise des signaux utilisateurs qui sont liés finalement à la volumétrie des mots-clés ou au taux de clic. Et donc, on peut avoir l'impression que littéralement, on peut avoir l'impression que le taux de clic donne la position. Parce qu'on est en train d'analyser que les top positions, et pour le truc sur les top positions, le taux de clic ou des choses qui sont corrélées sont vraiment sont cruciales. Mais ça ne veut pas dire que c'est le premier facteur de ranking. Le premier facteur de ranking, c'est peut-être plutôt la popularité, le backlinking, qui va permettre de passer de la 100e position à une des 10 premières. Ou c'est peut-être plutôt le contenu qui va permettre simplement d'être considéré pour rentrer dans les positions, etc. etc. Et donc, c'est pas parce qu'on est en train d'expliquer quels sont, parmi tous les critères qu'on a étudiés, le plus important pour faire le truc, qu'on a trouvé les ranking factors. Par contre, on a trouvé quelque chose qui permet de prédire les éléments. Si jamais on a
on étudie d'autres pages où on dit, bah, cette page que je veux intégrer sur mon site web, elle aura telle et telle caractéristique, je le sais, alors on sera capable de prédire à quelle place elle va arriver. Mais c'est pas un ranking factors, parce que c'est pas ce que le moteur utilise. C'est une conséquence du comportement du moteur. Après, d'un point de vue purement opérationnel, ça peut être suffisamment bien pour travailler si on part du principe que le moteur ne modifie pas ses paramètres. Et là, c'est un truc qu'il faut pas oublier, c'est que les paramètres du moteur, ils changent maintenant en temps réel, et donc ça permet pas de faire grand-chose tout ça. Hein. Et puis, comme on a dit, c'est en plus quasiment requête par requête maintenant, ou thématique par thématique qu'il faut. Mais juste pour rewind 2 secondes, après on termine, c'est vrai que cette histoire c'était le gros truc de SMRL, c'est de dire, ok, cette année, ce fameux random forest est meilleur à faire le boulot que ce qu'on utilisait au préalable, qui était plus un truc de corrélation, causalité, machin. C'est réellement une avancée. Voilà. Ça, faut pas se leurrer, c'est une avancée puisque ça donne une analyse explicative, alors que la corrélation, elle permettait juste de corréler les facteurs 2 à 2, et donc de donner juste un score de ce truc est important ou pas important. Maintenant, on peut dire c'est le plus important, parce qu'il m'a servi à décider dans X% des cas. Donc c'est quand même beaucoup plus fin, mais ça reste quand même pas totalement satisfaisant. Après, est-ce qu'on peut faire beaucoup mieux? Peut-être. Est-ce que c'est utile de faire mieux? Je ne sais pas. Moi, j'ai carrément changé le discours. Je dis aux gens, arrêtons même de raisonner en termes de technique, contenu, popularité, et renversons la chose en disant qu'est-ce que veut réellement Google? C'est expertise. Donc, es-tu expert et sais-tu en plus exprimer ton expertise correctement pour que les gens en face comprennent? 2, autorité, c'est-à-dire est-ce que les gens autour de toi, influents dans la thématique, parlent de toi? Et 3, confiance. Est-ce que tu prends soin de tes utilisateurs, machin, tout ça? HTTPS n'est qu'un petit morceau. Et c'est ça, expertise, autorité, confiance. Si on retourne par rapport à ces ambitions-là, tout le reste est intégré là-dedans. Technique, contenu, popularité, tous les machins de l'étude de SEMrush, c'est tout le reste, mais avec une ambition qui est autre. Quand tu dis à un client, démontrez-moi votre expertise, ah ben là, ok, il s'agit plus de faire du co-conseil identique ou de faire des pages à 15 balles. Il s'agit, prouve ton expertise, tu vois. Oui, bien sûr. Ouais. Et c'est comme ça que je prends les devants, en changeant complètement. C'est la même chose, tu vois, mais sauf que avec une ambition autre, et quand tu arrives comme ça, avec expertise, autorité et confiance, ça remet à plat complètement différemment la vision par rapport au projet, quoi. Mais il y a une vraie différence, c'est qu'en plus, ça offre une réponse non technique immédiatement. Exactement, tu vois. C'est indépendant de la technique, et c'est vrai de toute façon. Faut pas oublier que l'objectif du moteur, c'est pas uniquement technique. La technique n'est qu'un artifice pour répondre à quelque chose. Je reviens toujours à ce bouquin qui m'a fait comprendre, et ensuite toi, qui m'a fait comprendre que derrière les algorithmes, il y avait des mecs qui voulaient satisfaire d'autres mecs, et ils utilisaient des algorithmes simplement pour, mais l'algorithme n'est pas la finalité, c'est le mec, enfin, quand je dis le mec, le user ou l'internaute, mais oui, et puis ce bouquin, c'est l'histoire des moteurs par les gens qui ont fait les moteurs, donc ça humanise vachement les choses, et puis toi aussi par-dessus, qui, malgré que t'es monsieur algorithme, tu quand même remets en perspective le fait que, bah oui, à la base, c'est quand même qu'une interface, quoi. Ce ne sont que des algorithmes, pour phraser d'autres trucs. Là. Et quand on solutionne et le bon vieux conseil du début, fait des sites pour les internautes. C'est quoi le truc? Fait un site pour les visiteurs et le reste suivra, ou je sais pas quoi. Bah, c'est pas totalement faux. Hein. Voilà. À la base. Back to basics. Exactement. Bon. Long podcast, là. 1h18. Mais toute la liste est faite. Toute la liste est faite. Et puis, on a gardé le plus, il va falloir que je tease sur là-dessus. Attendez, les 5 révélations du docteur Perronnet, la 5e va vous surprendre. C'est ça. Exactement. Ben, mon cher Sylvain, meilleurs vœux, joyeux Noël d'abord. Ouais, et ben de même. Et puis on se reparle sans doute en 2018 alors. Exactement, tout à fait. J'espère avant décembre 2018. Mais ouais, c'est vrai que j'avais vachement ralenti parce que il m'a fallu quand même 1 an pour démarrer l'anglais. Mais maintenant que c'est démarré, je pense que je vais pouvoir jongler sur les deux de manière un peu plus... Tu vas être ennuyé sur Instagram alors. On va mettre l'un puis l'autre. Ben, là, attends, j'ai redémarré Instagram, un nouveau compte. Non, c'est un nouveau,
ça me redonne envie de faire du contenu, en fait, d'être parti sur l'anglais. C'est même plus, ça y a eu un blocage mental où j'en avais un peu le ras-le-bol de, et là, c'est un nouveau, ouais, c'est un renouveau, quoi. À 50 ans, j'ai l'impression d'en avoir, ouais. Et regarde, attends, pleine, parfaite santé, non, top. L'anglais, après, il y a quand même, il faut pas que Ça, je m'énerve trop. ça c'est un vrai copywriting. Il blogue en anglais et maintenant il a un corps de rêve. Cure de jouvence, tu vois, le Incroyable. renouveau. Mais c'est vrai que les mecs, tout le monde me dit, oui, c'est chouette ce que tu fais, machin, mais putain, c'est quand même difficile à comprendre l'anglais, hein. Ça c'est so French. Et puis bon, après aussi, c'est vrai que j'ai peut-être pas le meilleur accent ou je sais pas quoi, mais non, il y a une. Bon, on va pas partir là-dessus si on y est pour la nuit, mais c'est dommage que je regrette vraiment, moi, personnellement, de ne pas l'avoir fait plus tôt. Et je regrette qu'il n'y en ait pas plus, puisque il y a quand même, on en parlait, un vrai savoir-faire français, une vraie créativité, une vraie patte. Il n'y a pas tout le monde qui peut dire ça, tu vois, d'avoir quand même la French touch, quoi, hein. Ouais, Elle existe, elle est invisible au reste du monde, mais elle existe, c'est vrai. On en est, et Yurtes Guru en est un parfait exemple, Quant aussi, et puis tous les autres outils. Quand on compare avec on n'a pas à avoir honte du tout, hein, on est vraiment, j'ai fait le tour, quoi. En SO en tout cas. Après, en PPC, machin, advertising, là, les gars, ils ont quand même ils ont les ouais. pépettes pour développer des espèces de machines de guerre. Après, encore une fois, quelle est la part de marketing et parce que tous, il y a l'intelligence artificielle, hein, ils ont tous leur. Hmm. Mais c'est assez impressionnant, hein, quand on voit. Je sais pas si tu as regardé un peu tous ces outils anglo-saxons pour gérer les Pas, campagnes. pas tellement, hein. En plus, en PPC et tout, moi, c'est pas trop mon truc. Sur les outils SEO, j'en ai regardé quelques-uns, mais pour l'instant, ils utilisent des notions algorithmiques qui sont encore basiques, quoi. Ah mais encore une fois, c'est pas parce que moi je vois que ceux qui soumettent leur candidature au UK Search Awards et European Search Awards, donc je vois pas tout. Ouais. Mais c'est que ça donne quand même un bon échantillon de ceux qui ont un peu l'amplitude et l'ambition de. C'est les plus grosses agences, hein, en Europe et en Angleterre. Et effectivement, en SEO, t'es à la limite à choisir le moins mauvais, tu vois. Hmm. Tandis qu'en PPC, waouh, Ouais. et puis le budget et tout, enfin c'est une autre dimension, ouais, c'est un truc, on l'a un peu gâché là, le search, on a été des enfants gâtés et c'est vrai que on l'a pas assez pris au sérieux, c'est toujours mon même discours, mais quand c'est pas normal qu'après c'est à égal, il y ait un ou deux zéros de plus de l'autre côté du lac, tu vois. Ah oui, ça. Ah, Hmm. à qui le dis-tu? Tu sais bien de quoi je parle. Bon, sur ce, Captain Perronnet, la bise À à toute la bientôt. famille. Ouais. Et puis, bah, bonne fête à tout le monde, hein. Ouais, ouais, attention au foie et tout, hein. C'est ça. Salut. Fais du sport. Ah, toujours. Allez, ciao. Salut.